Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire de la démarche. C'est le premier webinaire de la démarche Imaginons ensemble les bâtiments de demain. Et on va vous présenter un élément qui porte sur ce que pourraient être les facteurs clés d'évolution pour les bâtiments et l'immobilier demain. Des petits problèmes techniques à régler. Passer les diapos. Voilà. Alors, le webinaire est enregistré. On verra si notre objectif, ce serait de pouvoir le mettre en ligne. On verra si ça marche ou pas. Quelques petites remarques. Merci de ne pas allumer votre micro, sauf au moment où ça aura du sens. On aura des moments pour des questions. On vous demande de poser vos questions sur le chat et de limiter les questions pour le chat. De limiter l'usage du chat pour les questions. On vous fournira des liens pour communiquer vers différents éléments, avoir accès au rapport qu'on a présenté, à l'enquête et pouvoir être informé de la suite. On va vous coller des liens, mais je vois que Emmanuel Dufresne me signale que le lien ne peut pas se copier. Vous avez une autre approche pour le faire. Je viens de mettre un post sur LinkedIn. Dans le post sur LinkedIn, vous avez les informations dessous, donc un post à mon nom qui reprend un post CSTB. Et si vous suivez le post CSTB, vous aurez les informations peut-être dans quelque chose de plus facile à copier. Voilà. Alors, allons-y. On va commencer par faire un tour de table virtuel. Et comme vous êtes pour l'instant 106, ce serait un peu long. Donc, on va utiliser une démarche particulière. Alban, je te laisse agir. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, on va vous envoyer un petit sondage que vous allez voir apparaître si tout va bien, parce que c'est la première fois qu'on utilise ce système, ce qui va nous permettre de savoir un peu qui est dans la salle aujourd'hui. Donc, je vais lancer le sondage et puis on va vous laisser 2 minutes histoire d'avoir le temps de répondre. Ça permettra à ceux qui veulent cliquer sur le lien de pouvoir le faire en même temps. Voilà. Donc voilà, donc normalement le sondage, voilà, c'est bon, je vois que les gens commencent à voter, parfait. On va laisser une petite minute pour que chacun d'entre vous puisse voter. On a été limité dans le nombre de catégories que nous avons pu mettre dans ce sondage. Donc, n'hésitez pas à utiliser la catégorie autre si vous ne vous retrouvez pas dans la liste des 9 catégories. Voilà, ce sondage nous permettra, je vois qu'on est à 74% de votants, ce sondage nous permettra de savoir un peu qui est autour de la table aujourd'hui. Voilà, on laisse encore, allez, on laisse encore 10 petites secondes pour que tout le monde puisse voter. Très bien. Je vais donc clore le sondage. Voilà. Et partager les résultats. Je pense que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez voir les résultats qui s'affichent? Non, peut-être pas. Vous, dans le chat, nous indiquez si vous voyez les résultats. OK. Oui, c'est bon, vous voyez les résultats, super. Donc, nous avons autour de la table aujourd'hui, bon, une grosse catégorie autre. Dommage, bon, tant pis. Sinon, nous avons des représentants de maîtres d'ouvrage publics ou privés ou de maîtres d'œuvre, d'administration de collectivités locales, de fournisseurs, que ce soit matériaux, produits de construction, équipements, eau ou énergie. Et puis, une petite représentation des acteurs de la gestion immobilière, de la gestion de la qualité, des aménageurs et du financement du bâtiment et de l'immobilier. Super. Merci beaucoup à vous. Bien. Hop. Je vais fermer ça. Hop.
Alors, on va vous présenter la démarche. Alors, c'est une démarche de prospective. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Donc, l'objectif de la démarche de prospective, ce n'est surtout pas de prévoir l'avenir, mais de s'éclairer sur ce que pourraient être des avenirs possibles, parce que avoir un éclairage sur ce que sont ces avenirs possibles, ça peut nous permettre d'agir au présent et donc de nous préparer et d'influer un peu sur l'avenir, puisque l'avenir, c'est nous tous qui le fabriquons ensemble, avec d'ailleurs beaucoup d'autres gens, pas seulement les gens qui sont présents aujourd'hui. Alors, la prospective, c'est pour qui? Quand on regarde qui peut être intéressé par la prospective, on s'aperçoit, et vous avez juste des exemples sur cette diapositive, que ça peut concerner tout le monde. Le propriétaire qui va se demander si le bâtiment que je construis, que je rénove, sera-t-il encore adapté demain, aux promoteurs qui seront mes clients, quelles seront leurs demandes demain, aux concepteurs, aux agents immobiliers, aux banquiers, aux assureurs, aux entreprises et aux artisans. Et je suis sûr que d'autres d'entre vous auront d'autres idées sur ce à quoi ça peut servir. Et c'est un des enjeux qu'on a dans le travail qu'on mène, c'est justement d'avoir une démarche qui ne soit pas portée par un acteur, mais qui puisse essayer de donner un point de vue large, multi-acteurs. Alors, ça peut être très frustrant parce que quand on vise large, on est peut-être un peu moins profond sur chacun des sujets, mais on est convaincu que c'est l'interaction entre les deux qui est, entre les acteurs qui est clé. Alors, l'objectif de la démarche, c'est d'imaginer des avenirs possibles du bâtiment et de l'immobilier en France à l'horizon 2050. De le mener avec les acteurs du bâtiment et de l'immobilier intéressés et de partager des visions sur ces avenirs possibles. Ce travail de partage, on est en plein dedans aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, pour travailler sur ce sujet de prospective, c'est une démarche qui a été lancée conjointement par le CSTB et l'ADEME. De mon côté, je suis directeur de la prospective au CSTB et j'ai une double casquette. Je suis chargé de prospective bâtiment à l'ADEME. Et côté ADEME, Alban. Donc, Alban Gaspard, moi je travaille à l'ADEME au service bâtiment et je suis chargée des questions de prospective. Pour travailler sur ce sujet de prospective, on a mis en place un comité de prospective. On est 17 au total, des gens dont vous connaissez sans doute certains, un certain nombre sont d'ailleurs dans le webinaire, et on les remercie, qui ont accepté d'apporter leurs compétences diverses, leurs points de vue divers, pour fabriquer des documents, fabriquer des choses qui sont ensuite mises sur la table et lancées au débat. Alors, on est accompagné dans cette démarche à la fois par 2 consultants sur la démarche et Futurible pour les aspects prospectifs. Cette démarche, elle est aussi soutenue par un certain nombre d'acteurs qui étaient très intéressés par cet aspect prospective et qui interviennent notamment pour financer la démarche. C'est les partenaires or, argent et bronze, dont vous avez la liste ici. La liste des partenaires or est complète. Par contre, il reste des places en partenaires argent et bronze si vous souhaitez participer. Ce qui est important, c'est qu'on a des partenaires de différents bouts de la chaîne, puisqu'on a des aménageurs comme EPAMARN, des gens qui construisent comme la Fédération des promoteurs immobiliers, Bouygues Construction, des industriels, des gens de la construction modulaire, des énergéticiens, mais la liste, et puis quelqu'un du logement social avec le groupe Valoffice, la liste ne demande qu'à s'étendre. Alors, dans cette action prospective, on a 3 grandes étapes. On avait, avant le lancement de la démarche, fait un travail CSTB-ADEME, qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà peut-être vu, puisqu'on l'a pas mal présenté. Et on a, depuis janvier, attaqué ce travail
d'identification des facteurs clés qui peuvent avoir un impact sur l'avenir des bâtiments et de l'immobilier. C'est ce qu'on va vous présenter maintenant. C'est la première étape. La deuxième étape, là, on a des facteurs un peu bruts. Ce facteur peut avoir un impact sur l'avenir du bâtiment et de l'immobilier, par exemple la main-d'œuvre. Dans l'étape 2, on fera une analyse de chacun des facteurs clés pour pouvoir imaginer des hypothèses d'évolution, et pour chaque facteur, on imaginera des hypothèses d'évolution contrastées. Et puis dans l'étape 3, vous voyez que l'étape 2, c'est facteur par facteur. Mais ce qui est important, c'est la manière dont les facteurs interagissent. Et ça, ce sera l'étape 3, avec l'exploration des scénarios possibles. Alors, à chacune des étapes, on a un travail qui est fait par le comité de prospective, puis la main vous est donnée pour réagir, enrichir. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en vous présentant les choses. On va vous diffuser des documents et vous avez un mois pour répondre à l'enquête qui nous permettra d'enrichir les choses et de publier en juin une version définitive du document. On fera ça à chacune des 3 étapes. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter l'identification des facteurs clés ayant un impact sur l'avenir des bâtiments et de l'immobilier, de répondre à vos premières questions, de vous diffuser le rapport correspondant et de lancer la consultation écrite auprès de la filière sur ces facteurs clés. Alors, la première étape, c'est les facteurs clés pour l'avenir des bâtiments et de l'immobilier en France à l'horizon 2050. Notre objectif, c'est de capter les grands enjeux en sélectionnant les facteurs clés et de ne pas oublier une dimension des évolutions à venir. Le résultat, c'est qu'on a sélectionné 22 facteurs dont on pense que l'évolution combinée peut dessiner un champ des possibles et qui permettront d'élaborer des scénarios prospectifs contrastés. Alors, c'est ces 22 facteurs qu'on va mettre au débat aujourd'hui. Ces facteurs, on pense que le futur des bâtiments sera le résultat de la rencontre entre les besoins auxquels ils devront répondre, c'est la demande, la capacité des filières du bâtiment et de l'immobilier à y répondre, c'est l'offre, dans un contexte lui-même évolutif, et puis la régulation favorisera ou non cette rencontre entre offre et demande. Ces facteurs, les voilà. Il y en a 22, vous voyez, répartis en 4 paquets, et on va, au cours du webinaire, passer en revue chacun des 22 facteurs. Pour vous en faire une première présentation un peu globale, on a choisi un schéma où les facteurs sont rapprochés en fonction de leur lien. Alors, on commence, il faut que je prenne un pointeur pour pouvoir vous montrer les choses bien. Voilà, le pointeur est là. On commence par les quantités dont on a besoin. Et ces quantités, elles vont dépendre du nombre des occupants des logements et des surfaces qu'ils vont chercher, des types de logements qu'ils vont chercher, et puis des secteurs économiques pour tout ce qui est des bâtiments non résidentiels. Alors, ces quantités, elles sont importantes, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est leur répartition, la répartition des lieux de vie et des activités sur le territoire national et à l'échelle des bassins de vie. Cette répartition des lieux de vie et des activités, elle va dépendre notamment des politiques d'urbanisme et de la manière dont les bâtiments vont agir avec leur environnement proche, avec le quartier, avec la ville, avec les réseaux qui sont à côté. Ça nous conduit aussi ensuite à l'idée qu'il y a ce qu'on va construire ou rénover. Ça va être influencé par les politiques techniques sur le bâtiment et l'immobilier. Pour construire, on utilisera bien sûr des produits de construction et ils seront mis en œuvre par des filières de construction et de rénovation dont l'organisation et l'évolution de l'organisation aura un point important sur l'évolution. Bien sûr, ces filières, elles utiliseront
une main-d'œuvre du bâtiment dont l'évolution est aussi un facteur clé. Alors, on va repartir maintenant dans l'autre sens. On a parlé des quantités, mais les quantités, ce n'est pas suffisant. Il y a le sujet de la qualité souhaitée des bâtiments. Que va-t-on souhaiter demain comme qualité pour nos bâtiments? Et une fois qu'on a ces qualités, on va très vite se poser la question de l'obsolescence des bâtiments. C'est-à-dire, est-ce que ces bâtiments qu'on a, le parc de bâtiments existants, est-il adapté aux besoins de l'époque? Ça nous amène à un sujet qui est les politiques du logement qui peuvent influencer ces facteurs. Et puis, un élément essentiel qui est le choix que feront à la fois les occupants des logements, mais aussi les acteurs du non-résidentiel, d'être propriétaires ou locataires avec des évolutions, ou avoir des statuts intermédiaires avec des évolutions qui pourraient advenir là-dessus. Ce choix-là dépendra bien sûr des ressources économiques des ménages et de l'organisation du financement de l'immobilier. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'extrêmement important, ce sont les services immobiliers et la manière dont on va utiliser ce parc de bâtiments existants en se le vendant, en le louant sous des formes variées, en le faisant évoluer. Donc voilà, ces facteurs, ils seront aussi fortement influencés par des facteurs de contexte qui sont le vieillissement de la population, le mode de gouvernance politique et le poids des différents acteurs publics, privés dans les choix qui seront faits, le numérique, les politiques de transition environnementale et, on en parle beaucoup ces temps-ci, les risques systémiques. Voilà, j'ai donc fait un premier passage sur ces variables et je passe la parole à Alban qui va continuer la présentation. Alors, on va s'intéresser pour commencer aux variables de demande, donc qui vont définir la demande qui s'adresse au bâtiment. Alors, Jean-Christophe, est-ce que tu peux passer la diapo? Ou alors, je vais te demander le contrôle, comme ça je vais pouvoir prendre le contrôle de la présentation. Voilà, comme ça tu peux le faire à ton rythme. Voilà. Non, ça devrait être bon. Alors, on va essayer. Ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Je vais te laisser du coup Ça ne passer marche pas. la Ok, diapo. je vais le faire. Attends 2 secondes. Ouais, Je réussisse à me remettre au bon endroit sur la diapo. Voilà. Voilà, super, merci. Ce qu'on va faire pour chacun des facteurs qu'on va vous présenter, c'est vous présenter 3 diapos. Une diapo avec la définition, une diapo avec une illustration de ce que veut dire le facteur, et puis après une diapo sur pourquoi c'est important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier. On va vous présenter les diapos avec un peu de texte. Sachez que la totalité du texte est disponible dans le rapport pour consultation auquel vous pourrez accéder par la suite. Là, on a choisi de faire des zooms dans la présentation aujourd'hui pour pas vous... Voilà, un peu trop de texte, c'est pas très facile à lire. Premier facteur, donc les occupants des logements. Comment est-ce qu'on définit ce facteur-là? Donc, on peut passer à la diapo sur la définition. Donc, ce facteur, il représente le nombre et la surface de résidence nécessaires pour répondre aux besoins des occupants des logements. En d'autres termes, combien on sera et qui vivra dans les logements. Ça intègre donc des évolutions démographiques, l'évolution de la taille des ménages, de la surface par personne des logements. C'est un facteur qu'on peut illustrer de la façon suivante, avec 2 graphiques qu'on a mis sur cette diapo. Le premier, c'est les facteurs qui amènent aux besoins de logements supplémentaires. Et vous voyez sur le graphique de gauche le poids de la démographie, le poids de la baisse des ménages, et puis le rôle aussi des résidences secondaires et des logements vacants qui sont liés à des questions notamment d'aménagement du territoire sur lesquelles on reviendra par la suite. Sur le graphique de droite, vous avez aussi une illustration de la façon dont les cycles de vie
se sont complexifiés sur ces dernières années et donc les besoins de bâtiments afférents se sont également complexifiés. Alors qu'avant, on avait des vies un peu plus linéaires, là, les cycles de vie deviennent plus compliqués et donc du coup, eh bien, on a besoin de changer de logement, on a besoin d'agrandir ou de rétrécir la taille de son logement de façon plus fréquente. Pourquoi est-ce que ce facteur-là a semblé au comité prospectif important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Bah, tout d'abord, alors, si Christophe, tu peux passer à la diapo suivante. C'est un facteur qui va avoir un impact sur le nombre de logements dont on va avoir besoin. Selon le nombre qu'on est, selon la taille des ménages, on va avoir besoin de plus ou moins de logements. Mais ça va aussi avoir un impact sur les formes du logement, leur surface, le mode d'occupation. Est-ce qu'on y est toute l'année ou est-ce qu'on alterne entre différents logements? Ça va avoir un impact aussi sur la nature des réhabilitations à apporter au parc, puisque ça va changer les besoins qu'on a vis-à-vis des bâtiments. Et puis, ça peut aussi avoir un impact sur ce qu'on a appelé la modération énergétique du parc, c'est-à-dire l'adéquation entre le type de ménage et la surface de son logement. Voilà pour ce premier facteur. On va maintenant s'intéresser au deuxième facteur qui est le pendant de l'occupation des logements par les ménages, c'est l'occupation des bâtiments par les différents secteurs économiques. Donc, deuxième facteur, secteur économique. Ce facteur se définit comme l'évolution de la répartition entre secteurs d'activité et sous-secteurs d'activité dans l'économie française. Donc, les grands secteurs d'activité, c'est l'agriculture, l'industrie, le tertiaire, etc., le commerce. Et puis les sous-secteurs, par exemple sur le tertiaire, vous avez l'administration, la santé, l'éducation, etc. Ces différentes évolutions des secteurs et à l'intérieur de chaque secteur des sous-secteurs produisent des besoins en bâtiment très différents. Et les évolutions du travail et de la façon de travailler vont aussi avoir un impact sur les modes, enfin en tout cas les attentes vis-à-vis des bâtiments. Une illustration de cela. Oh. Ah, un petit problème, ça ne passe plus. Voilà, super. Donc une illustration, c'est par exemple là sur cette diapo, vous voyez bien la diversité des demandes, des besoins qui sont adressés aux bâtiments liés à la diversité des activités des secteurs économiques. Selon que le commerce va vers plus ou moins de e-commerce, on aura besoin de plus ou moins de magasins ou au contraire de plus ou moins d'entrepôts, par exemple. Alors pourquoi c'est un facteur qui est important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Eh bien, parce que ça cadre le besoin de bâtiments qu'on va avoir, à la fois sur le nombre de mètres carrés, le nombre de bâtiments et la surface unitaire de chacun des bâtiments. Ça a aussi un impact sur la localisation de ce besoin, puisque si on a une activité qui est tertiaire plutôt en métropole, on va avoir des besoins plutôt en ville, etc. Voilà. Si on passe maintenant au facteur suivant, le troisième facteur clé qui est apparu comme important dans les travaux du comité prospectif et qui existait déjà dans l'esquisse prospective que certains d'entre vous connaissent et ont vu en fin 2019, c'est le rapport à la propriété. Alors, le rapport à la propriété, il se définit comment? Il se définit comme les logiques de détention de l'immobilier, que cet immobilier soit résidentiel ou non résidentiel, par les différents acteurs, que ce soit les ménages, les entreprises ou les investisseurs institutionnels. C'est un facteur qui a plusieurs dimensions. Il y a une dimension d'abord économique, puisque c'est bien une décision d'investissement qui est faite par les propriétaires, mais aussi une dimension patrimoniale, puisque c'est un héritage qu'on peut transmettre, et puis une dimension sociale, c'est un ensemble de normes sociales qui cadrent la relation à la propriété privée. Une illustration de ce facteur, c'est par exemple les motivations des ménages pour devenir propriétaires. Et vous voyez sur cette diapositive que les principales motivations des ménages, elles répondent bien à différentes dimensions
que ce soit des dimensions budgétaires, ne plus payer le loyer, des dimensions qui ont plus trait au chez soi, voilà, aux normes et aux représentations, avoir le sentiment d'être chez soi et de faire ce qu'on veut, et des dimensions qui ont plus lié à la dimension de transmission d'héritage, disposer d'un bien à transmettre à ses enfants. Vous voyez qu'il y a une interaction entre les différentes motivations à devenir propriétaire, donc la façon dont ces motivations vont évoluer dans le futur est une question. Alors pourquoi ce facteur clé est important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Parce qu'en fait, les logiques de détention de l'immobilier et les stratégies des différents acteurs vont avoir un impact sur un certain nombre d'aspects. La demande de logement, la forme que va prendre la propriété, avec l'apparition de nouvelles formes de propriété à l'heure actuelle sur lesquelles voilà, on se pose des questions à savoir quel est leur potentiel. Mais aussi la capacité d'investissement des propriétaires. Est-ce que quand on s'endette, est-ce qu'après on est en capacité d'investir plus dans ce logement ou pas pour faire de la rénovation énergétique par exemple? Cette dimension d'accession à la propriété, elle a aussi une importance sur la répartition du patrimoine immobilier au sein de la population et sur les inégalités sociales afférentes. Et puis, par exemple, sur la fluidité des parcours d'occupation. Voilà pour ce facteur qui est le rapport à la propriété. Vous voyez, on passe assez vite sur chacun des facteurs pour avoir le temps de les passer tous en revue, mais vous avez bien évidemment un petit peu plus de détails dans le document de consultation. Quatrième facteur qui a trait à la demande, la gestion de l'obsolescence des bâtiments. Ce qui est apparu au cours des travaux du comité, c'est qu'il y avait un certain nombre de variables, de facteurs d'obsolescence du bâtiment, qui étaient le besoin de rénovation énergétique, l'adaptation des bâtiments au changement climatique, mais aussi au vieillissement de la population, à de nouvelles exigences environnementales, à des nouveaux modes de travail, à des nouveaux modes de consommation, etc. Que l'ensemble de ces facteurs d'obsolescence se posait la question de savoir quelle était la capacité des bâtiments et la capacité des acteurs à adapter les bâtiments du parc existant à ces facteurs d'obsolescence qui puissent venir soit d'évolution de contraintes extérieures, comme par exemple l'adaptation au changement climatique, soit d'évolution de qualité souhaitée des bâtiments, par exemple le télétravail qui demande des qualités nouvelles pour les bâtiments. Donc cette capacité à adapter les bâtiments est une question clé pour l'avenir. Une illustration de cela, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette photo qui illustre la nécessité d'adaptation au changement climatique. Donc un bâtiment qui se trouve en bordure littorale et qui menace de s'effondrer puisqu'il y a un phénomène d'érosion qui fait que la structure du bâtiment va être rapidement ouverte à la mer. Ça illustre un des facteurs d'obsolescence. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont rappelés sur cette diapositive-là. Et vous voyez que cette capacité à gérer l'obsolescence des bâtiments et gérer l'ensemble des facteurs d'obsolescence qui peuvent affecter un même bâtiment va être clé pour l'avenir du parc. Autre facteur clé qui a trait à la demande qui est adressée au bâtiment, c'est les qualités souhaitées des bâtiments. C'est qu'est-ce que les gens souhaitent comme qualité pour leur bâtiment. Alors, une définition, c'est les attentes des acteurs. Et quand on dit acteurs, on parle bien à la fois des occupants, mais aussi de l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui opèrent autour du bâtiment, c'est-à-dire les exploitants, les propriétaires, etc., avec des tensions potentielles entre les attentes des acteurs. Donc, on parle des attentes des acteurs vis-à-vis des bâtiments, les bâtiments dans lesquels ils vivent, les logements dans lesquels ils travaillent, dans lesquels ils passent leur temps libre, etc. Ça se traduit par tout un tas de dimensions, la surface des bâtiments, leur esthétique, leur configuration, leur qualité d'usage, leur qualité servicielle, etc. etc. Un point donc intéressant, c'est la question de la tension entre les attentes des acteurs, comme par exemple, on peut le mettre en exergue entre la tension entre des politiques et les objectifs des politiques et les attentes des autres acteurs sur les enjeux de sécurité, de santé, d'environnement, etc. Une illustration de ce facteur, c'est les labels. Les labels pour les bâtiments montrent la façon dont évoluent les attentes vis-à-vis des bâtiments et la façon dont s'expriment ces attentes. Et ce qui nous a paru intéressant,
c'est que finalement, les labels qui auparavant se penchaient surtout sur le bâtiment en tant que bâti, finalement, au fur et à mesure de leur évolution, ils prennent en compte des choses qui n'ont pas forcément trait au bâti lui-même, mais plus à la façon dont il est géré, voire carrément à la qualité alors là, en l'occurrence, c'est pour un bâtiment tertiaire, à la qualité de ce qui se passe des activités à l'intérieur. Donc, par exemple, le label Osmose porte sur des éléments du type équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, on voit bien que les attentes vis-à-vis du bâtiment évoluent. Pourquoi ce facteur-là nous a semblé important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Parce qu'en fait, ces attentes des acteurs, elles vont avoir un impact sur les caractéristiques du bâtiment, où sont ces bâtiments, combien, quelle surface, quelle forme, et sur les services qui sont associés à ces bâtiments. Il y a tout un tas d'attentes qu'on peut d'ores et déjà documenter parce qu'elles ont une base historique importante, par exemple les normes sociales du confort, sur lesquelles on peut se demander comment est-ce que cette norme sociale va évoluer en tension aujourd'hui avec les enjeux environnementaux. Les questions du reste pavillonnaire, par exemple, et de l'attachement à la maison individuelle sont aussi des attentes particulièrement prégnantes historiquement en France. Parmi les attentes dont on voit qu'elles montent, on voit la question de la santé. Et puis des choses comme les évolutions du marché du travail et le développement du télétravail, par exemple, qui viennent réinterroger les besoins qu'on a vis-à-vis de nos logements. Et puis enfin, des évolutions de la consommation qui clairement vont impacter les bâtiments de commerce. Dernier facteur qui a trait à la demande qu'on adresse aux bâtiments, c'est l'interaction des bâtiments avec leur environnement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend l'ensemble des modalités par lesquelles les bâtiments interagissent avec leur environnement proche, donc à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du quartier par exemple, mais aussi leur environnement lointain, à l'échelle du bassin de vie, à l'échelle du territoire national et à l'échelle internationale. Les interactions, elles sont importantes sous deux angles. Le premier, c'est la question des fonctions abritées par le bâtiment. Est-ce que le bâtiment abrite un certain nombre de fonctions qui viennent soutenir l'activité de ses occupants, comme l'énergie, l'alimentation, la mobilité, les espaces verts, etc. Ou est-ce qu'il fait appel à ces éléments-là de la part en les faisant venir d'un environnement proche ou lointain? L'énergie en est un bon exemple. Est-ce qu'on est plutôt sur des bâtiments autonomes ou est-ce qu'on est sur des bâtiments qui viennent prendre de l'énergie depuis une infrastructure qui l'apporte l'endroit où elle est fabriquée? Donc, première dimension, en fait, dans quelle mesure le bâtiment va porter un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions urbaines. Deuxième dimension, dans quelle mesure le bâtiment impacte son environnement et notamment son environnement proche, avec un certain nombre de questions liées au microclimat urbain, aux impacts sur la biodiversité, à la fois à l'échelle de la parcelle, mais aussi à des échelles plus importantes. Pourquoi alors oui, pardon, une illustration de ces interactions et de la façon dont elles peuvent changer les bâtiments. Voilà, parfait, merci Jean-Christophe. Et toutes les innovations qu'on voit à l'heure actuelle sur les nouveaux services en pied d'immeuble. Et puis aussi tout ce qui se passe sur les toits des immeubles. Est-ce qu'on fait des toits potagers? Est-ce qu'on fait des toits avec des serres? Est-ce qu'on fait des toits où on va pouvoir produire de l'électricité, etc. Tout ceci va extrêmement changer la forme des bâtiments dans le futur. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Eh bien parce que ces interactions entre le bâtiment et son environnement, elles vont extrêmement cadrer la forme que vont prendre les bâtiments, voire la forme que vont prendre les quartiers, si on commence à penser à des quartiers autonomes en termes d'énergie ou autre. Et puis, elles vont avoir un impact aussi sur la capacité de résilience des bâtiments. Est-ce qu'on fait un certain nombre de choses sur la parcelle ou est-ce qu'on importe? Et dans ce cas-là, quelle est la vulnérabilité des deux options?
Voilà pour brosser à grands traits les facteurs qui nous paraissent avoir un impact sur la demande de bâtiments. Et du coup, je passe la parole à Jean-Christophe sur les facteurs ayant trait à l'offre. Alors, on passe aux facteurs ayant trait à l'offre. Excusez-moi, d'abord une première vision globale, l'offre de services immobiliers, l'organisation des filières de construction-rénovation, les produits de construction, l'organisation du financement de l'immobilier et la manœuvre du bâtiment. Allons nous balader dans chacun de ces facteurs. Alors, l'offre de services immobiliers, c'est l'ensemble des services qui permettent de valoriser le capital que constitue le parc de bâtiments et d'accompagner les acteurs. Ça comprend notamment l'achat et la vente de biens immobiliers, la location des biens immobiliers, la gestion et l'exploitation des biens immobiliers. Quand on regarde cette variable, il y a une étude qui a été faite par EY Real Estate and Urban Employment Monitor, notamment pour Palladio, qui montre les chiffres d'affaires, les valeurs ajoutées, pardon. Et vous voyez que la valeur ajoutée de la partie gestion immobilière, là-dedans il y a les loyers bien sûr, est plus grande que celle de la construction. Donc ça montre bien l'importance de cet élément-là, l'importance de prendre cet élément-là en compte. Alors, pourquoi c'est important pour l'avenir? Parce que la manière dont sera structurée l'offre de services immobiliers pourrait impacter fortement la capacité des acteurs à exploiter la valeur immobilière et à valoriser le capital existant. Si on revient sur les 30 dernières années, on a une surface des bâtiments et même une surface par personne qui a fortement cru et la valeur a cru encore plus. Cela veut dire qu'il y a un vrai enjeu là à bien utiliser cet existant. Pour ça, le fait de mettre en relation la demande de biens immobiliers et l'offre peut être un élément clé. Point important aussi, c'est que ces services immobiliers ils peuvent assurer la qualité des bâtiments et plus largement gérer l'adaptation des bâtiments à l'évolution des qualités souhaitées, c'est-à-dire gérer l'obsolescence. Alors, parmi les facteurs qui peuvent changer fortement les choses, il y a le développement de nouveaux services, de plateformes qui pourraient amener à des équilibres nouveaux entre la fourniture de produits bâtiments et la fourniture de services immobiliers. Et il y a donc là des facteurs de changement qui peuvent être importants dans un secteur dont la taille est considérable. Deuxième sujet, l'organisation des filières de construction et de rénovation. Alors, la définition, c'est le mode d'organisation des filières de la construction et de la rénovation, la nature et le nombre d'acteurs, la répartition des parts de marché et de l'activité, et la nature des relations entre les acteurs. Vous voyez sur ce schéma qui est bien connu, hein, le pourcentage, le nombre de salariés et de chiffre d'affaires en fonction des tailles des entreprises. On voit bien qu'il y a une palette là d'acteurs présents aujourd'hui sur ce marché de la construction et de la rénovation. Alors, pourquoi ce facteur est-il important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? On sait que dans le secteur, on a un certain nombre de défis. Un défi de qualité de réalisation, un défi de productivité, un défi de coordination entre les acteurs. On a aussi un défi d'attractivité pour la main-d'œuvre. On a des défis environnementaux, exigences environnementales, économie circulaire, des défis numériques. Et parmi les germes à l'heure actuelle pour travailler sur ces sujets, mais il y en a d'autres, il y a la construction hors site, il y a le BIM, il y a l'économie circulaire. La manière dont les filières vont s'organiser, le fait qu'apparaissent éventuellement des acteurs qui pourraient disrupter des choses. On voit des acteurs du numérique s'intéresser à ce secteur-là, par exemple. On voit des acteurs des plateformes s'intéresser à ces secteurs-là, pourraient entraîner des changements qui pourraient être très significatifs. Passons maintenant aux produits de construction. Les produits de construction, c'est tous les produits et matériaux incorporés de façon durable dans les bâtiments et dans les ouvrages qui leur sont associés.
vision assez large, vous voyez qu'il y a un mot important, c'est durable. C'est-à-dire des choses qui sont liées au bâtiment et pas des choses qui vont juste passer. Alors, voilà quelques illustrations de la diversité des produits. On pourra en mettre bien d'autres. On voit qu'on a une très grande variété de produits de construction avec une production pour partie mondialisée, pour partie très locale. On constate une double tendance avec d'un côté le développement d'un côté de produits frugaux et notamment biosourcés, de l'autre de produits très techniques, par exemple des régulations, des vitrages électrochromes. Alors, pourquoi ce facteur est-il important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Les produits de construction font aujourd'hui l'objet de demandes simultanées sur la maîtrise de leur impact environnemental et sanitaire, la recherche de matériaux plus locaux, le développement de systèmes très performants, l'effectivité et la pérennité des performances, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, mais aussi la facilité de mise en œuvre. Et il y a une question qui se pose assez fortement, c'est comment on va se répartir à la valeur ajoutée entre ce qu'on va faire dans l'usine et ce qu'on va faire sur le chantier. La construction industrialisée étant un cas où on déploie beaucoup plus de choses dans l'usine que sur le chantier. Donc là, à nouveau, des facteurs de changement qui peuvent être importants. Et vous constatez, quand je parle valeur ajoutée entre l'usine et les chantiers, qu'on est à la limite entre deux sujets, les produits de construction et l'organisation de la filière de construction-rénovation. Facteur clé numéro 10, l'organisation du financement de l'immobilier. Alors, c'est l'organisation du financement des activités de construction, rénovation, d'acquisition, d'exploitation et de maintenance des bâtiments. L'enjeu, c'est la rencontre entre la demande et l'offre de financement, qui dépend notamment des conditions du secteur bancaire, de solvabilité des ménages, mais aussi de la régulation publique, des règles financières, fiscales, des aides publiques. Alors, un petit graphique, là, c'est une période plus courte, on aurait pu le faire sur une période plus longue, sur les taux d'intérêt qui sont un élément essentiel. On parle beaucoup des taux, mais avec des taux qui sont très bas, mais on voit bien sur cette courbe qu'on a à la fois des taux très bas, mais des durées moyennes de crédit dans l'habitat qui ont monté, ce qui a un impact sur les charges et la durée de la charge pour les acteurs, mais aussi fortement sur le prix de l'immobilier pour les spécialistes. On sait notamment qu'on est sorti du bien connu tunnel de Frigide. Alors, pourquoi ce facteur est important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Cette organisation du financement, elle a un impact sur la capacité des acteurs à construire et à acquérir des actifs immobiliers. En effet, cette activité repose principalement sur le crédit. La capacité des acteurs à assurer la maintenance et plus largement la gestion de l'obsolescence des bâtiments, leur rénovation, qui, elle, fait aujourd'hui qui porte beaucoup moins sur le crédit. Il y a beaucoup plus de fonds propres des ménages. La forme des bâtiments et l'organisation spatiale des logements, qui est influencée par leur mode de financement, la capacité des populations les plus pauvres à se loger, et puis la modification de la chaîne de conception, production, maîtrise d'ouvrage, avec des schémas de financement comme les PPP, les CPE par exemple. On continue avec la main-d'œuvre du bâtiment. On porte là l'emploi, les qualifications, les conditions d'emploi et de travail des ouvriers et compagnons du bâtiment. Si vous regardez la pyramide des âges dans la filière du BTP, il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est que le nombre de femmes est extrêmement faible. D'autre part, elle a du mal à attirer les plus jeunes et puis elle va être confrontée à un sujet de vieillissement. Alors, on sait que la main-d'œuvre du bâtiment et l'évolution des modes constructifs sont en interaction forte. Est-ce qu'on va aller vers plus de gens plus qualifiés sur les chantiers de construction, ou est-ce qu'on va aller vers des simples poseurs de produits industriels plus complexes, plus intégrés? La quantité, les compétences et la capacité d'évolution de la main-d'œuvre conditionnent la capacité des filières à s'adapter aux évolutions à venir.
on voit que l'évolution de la filière contraindra l'évolution des métiers, qu'il va y avoir des liens dans les deux sens. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant aux questions sur la demande et sur l'offre. Je vais peut-être répondre à une ou deux questions qu'on a vues au début, qui sont mises sur la demande, sur l'offre, mais qu'il est important de traiter. Quelqu'un a dit, vous faites de la prospective avec des gens du béton. Eh bien, écoutez, on est très, très heureux et serait très en attente d'avoir des gens de tous les matériaux. La porte est ouverte à tous les acteurs. Pour être partenaire, la première voie d'entrée, c'est 3 000 €. Ça ne va pas très loin. Vous remarquerez que sur l'énergie, on a réussi à avoir en gros à la fois les grands acteurs de l'énergie, mais aussi le syndicat des énergies renouvelables. Donc, on pense que ce serait bien que ce soit la même chose pour les autres sujets. On a vraiment cette volonté d'être extrêmement ouvert. Et vous avez pu constater sans doute que dans les membres du comité de prospective, vous trouvez à la fois une sociologue qui travaille chez un grand énergéticien et quelqu'un qui est très proche de la mouvance de Négawatt. Pour faire de la prospective, ce qui est important, c'est d'avoir les différents points de vue. Alban, aussi une question, est-ce que les docs sont publics? Oui, vous l'avez compris, on fait tout pour qu'ils soient publics, on vous met les liens, etc. Vous pouvez les diffuser le plus largement possible. La prospective n'a d'intérêt que si elle est vraiment partagée. Je vais en profiter aussi pour répondre à d'autres questions sur la démarche en elle-même qui m'ont été posées. Est-ce qu'on est sur seulement les logements ou l'ensemble des bâtiments? On est bien sur l'ensemble des bâtiments parce qu'il nous semble qu'il y a un enjeu, si on regarde le parc de l'ensemble des bâtiments en France à l'heure actuelle, de savoir comment est-ce que c'est cet ensemble qui va évoluer et peut-être avec des modularités ou des changements d'affectation pour répondre à l'évolution des besoins. Et donc, du coup, c'est important, même si on a bien conscience qu'un certain nombre de logiques sont très différentes dans le logement que dans les bâtiments tertiaires, etc. Mais de pouvoir dézoomer et d'avoir cette prospective très large, quitte à ce qu'après, d'autres acteurs puissent se saisir de notre prospective et dire bah, nous, on va la décliner, mais seulement sur le logement ou seulement sur les bureaux, etc. L'idée, c'est que les facteurs ils peuvent servir à l'ensemble des acteurs. Je réponds également sur la composition du groupe de comité. Oui, nous avons bien une architecte et une urbaniste dans le groupe. On a cherché au maximum la diversité des points de vue, comme le disait Jean-Christophe. Peut-être pour passer maintenant aux questions. Alors, il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure, mais on va déjà traiter dans le temps qui est imparti, celles qui ont été posées dans le cours de la présentation. Quelqu'un nous faisait la réflexion qu'il fallait bien prendre en compte l'échelle de l'îlot. Effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante et qui sera bien pris en compte dans le facteur interaction des bâtiments avec leur environnement. Nous avons aussi une question sur la façon dont les événements actuels et le contexte de crise sanitaire vont faire évoluer la demande et donc les qualités souhaitées des bâtiments. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on réfléchisse et qu'on réfléchisse de façon assez systémique. C'est-à-dire que ça peut faire évoluer la qualité souhaitée des bâtiments, mais ça peut aussi faire évoluer, on y reviendra tout à l'heure, d'autres facteurs tels que les ressources économiques des ménages, etc. etc. Donc, c'est effectivement des éléments à prendre en compte. Et vous verrez, et j'ai vu passer une question sur l'impact du changement climatique. On le verra dans la deuxième partie du webinaire. Il y a effectivement tout un tas de risques systémiques qui existent et qui peuvent composer des scénarios d'avenir assez différents. On a eu des questions aussi sur la notion de modularité. Donc ça, c'est effectivement aussi un aspect qu'on souhaitait prendre en compte sur la question de la gestion de l'obsolescence des bâtiments, comme une des modalités de gestion justement de cette obsolescence. Voilà. Alors, la question sur est-ce qu'on a une évolution des motivations à devenir propriétaire de la part des ménages, je me tourne vers Jean-Christophe. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on peut chercher de toute manière. C'est quelque chose qu'on va chercher dans l'étape 2 de la démarche, mais on n'a pas la réponse. C'est peut-être important de bien avoir en tête que pour l'instant, on fait la liste des facteurs. Vous voyez, on a un titre, mais on ne vous a pas présenté pour l'instant
des hypothèses en disant ça pourrait évoluer comme si, comme ça ou comme ça. Ça, c'est la deuxième étape. Pour chacun de ces facteurs, on va essayer d'imaginer 3 ou 4 modes d'évolution possibles de chacun des facteurs. Donc ça, c'est le boulot qui va venir derrière, et ça me permet de répondre d'ailleurs à une des questions qui est posée par Olivier Serment sur l'idée de leasing d'éléments fonctionnels du bâti. C'est typiquement des choses qu'on va regarder dans la phase suivante sur ce qui pourrait se passer. Et Olivier, je suis très preneur de l'étude que vous avez faite dans le cadre du Master UBD, qui doit être passionnante sur la vision que vous avez sur le sujet, puisque ce qu'on fait dans le comité de prospective, c'est qu'on collecte, on n'invente pas, on collecte, on met en forme des choses. Il n'y a rien de neuf dans ce qu'on raconte, c'est juste une manière de le faire. Alors, pour continuer sur les questions, est-ce qu'on va pondérer ces facteurs dans la suite de la démarche? Alors, effectivement, tous les facteurs n'ont pas le même. Là, le système prospectif que vous voyez sur cette diapo, il y a des facteurs qui sont plus dépendants que d'autres, des facteurs qui sont plus influents que d'autres. Et c'est seule l'analyse qui va permettre de déterminer, en fait, ce poids des différents facteurs. Donc, ce sera quelque chose qu'on fera dans l'étape 3, dans l'étape 2, et qui nous permettra de construire les scénarios. On reviendra en fin de webinaire sur la méthodologie qu'on utilisera pour construire les scénarios pour que vous compreniez comment tout ceci s'agence. Je réponds aussi sur la question sur est-ce qu'on a connaissance des travaux bâtiments 2030 qui avaient été faits par l'ADEME et le CCB dans les années 90. Oui, ils sont sur mon bureau. Voilà. Est-ce qu'on a connaissance d'autres initiatives de ce type-là en Europe? Alors, pas spécifiquement, mais si vous en connaissez qui ont un périmètre similaire, on est très preneur parce qu'effectivement, alors le périmètre de ce travail-là concerne bien les bâtiments en France, c'est-à-dire sur l'échelle de la France, voire même sur l'échelle de la métropole, parce que les bâtiments d'outre-mer sont confrontés à d'autres sujets et on s'est dit que ce serait compliqué de tout traiter. Donc du coup, oui, effectivement, vous aurez nos coordonnées en fin de présentation. N'hésitez pas à nous faire passer des documents si vous pensez que c'est important et intéressant. Alors, il y a une question qui est posée sur avez-vous pris en compte une pondération de ces différents facteurs, voire une hiérarchisation, certains facteurs en incluant d'autres? Alors, très clairement, ce qu'on a essayé de faire à cette étape-là, c'est d'avoir des facteurs qui soient différents les uns des autres. Et on n'a absolument pas fait de pondération. C'est des choses qui vont venir derrière. C'est dans l'étape de scénarisation qu'on fera ces assemblages-là. C'est vraiment quelque chose qui viendra derrière, qui est extrêmement important, de voir plus que l'idée de pondération de ces différents facteurs, c'est aussi de voir comment ils peuvent s'engrainer les uns avec les autres. Ça me permet de répondre à une question qui est posée sur l'idée que si je veux faire des bâtiments qui utilisent beaucoup d'énergie solaire, il faut qu'ils soient pas trop hauts. On voit bien qu'on peut avoir dans les hypothèses qu'on fera sur les facteurs, des choses qui soient cohérentes entre elles ou pas cohérentes entre elles. Si on dit on a une évolution géographique qui fait qu'on se concentre dans les métropoles et qu'on essaie de ne pas s'étaler autour des métropoles, mais de rester très au centre, ce qui amène plutôt à des choses très denses, à ce moment-là, ça a des impacts typiquement sur où sont faites les productions d'énergie ou autres qui ne peuvent pas être faites directement dans les villes très denses. Alors que si on a des schémas moins denses, plus répartis, ce qui ne veut pas forcément dire de l'étalement urbain, parce que ça peut vouloir dire une réutilisation d'espaces qui sont aujourd'hui peu densément occupés, alors qu'ils sont déjà bâtis. À ce moment-là, on peut avoir d'autres approches. Donc l'idée n'est surtout pas d'arriver à une solution, mais de pouvoir en décrire plusieurs. Pour vous donner une image de ça, les gens de l'aérien ont fait il y a quelques années une étude prospective. Ils ont arrivé à 5 scénarios. Dans ces 5 scénarios, il y en a un qui s'appelait OpenFly, qui était tout le monde
dans les airs, il y avait des drones partout, etc. Et une autre qui s'appelait Back to Earth. Tout le monde est revenu au sol, sauf la sécurité civile et la météo. En gros, ce qu'on vit ces temps-ci. Mais ils avaient ouvert l'ensemble et c'était important justement d'avoir ouvert cette vision des possibles. Imaginez que pour les gens de l'aérien, à l'époque, faire une simulation back to Earth, ça paraissait probablement assez inimaginable. Donc voilà, la prospective, c'est surtout pas d'écrire un avenir et d'écrire un avenir qui serait désirable à certains et pas du tout à d'autres. C'est d'explorer les différents avenirs en termes de matériaux, en termes d'organisation, etc. Alors, je continue sur les questions. On a des questions un peu logistiques sur est-ce qu'on aura accès au diaporama, au graphique et à la liste des personnes du groupe de travail. Alors, tout ceci, en fait, le contenu du diaporama se retrouve dans le document de consultation. Alors, on vous envoie un lien, mais on vous le remettra dans le fil de la conversation. Donc, vous avez la liste des membres du groupe de travail et puis vous avez tous les graphiques, etc., qui sont présentés aujourd'hui. On a des questions autour de dimensions qui vont être traitées dans la seconde partie du webinaire. Du coup, je me permets juste de les mentionner et de vous dire qu'on reviendra dessus sur le choix du lieu d'implantation, à la fois des ménages de pense et des activités, sur le lien à la mobilité et sur la question de l'artificialisation et de la sauvegarde des sols. Donc, je vous propose qu'on le traite par la suite. On a une question qui nous est posée sur les impacts à long terme de la crise actuelle. Je te laisse, Jean-Christophe, compléter, mais il me semble que ce qu'on peut faire avec ce type d'approche, c'est proposer une grille d'analyse qui permet de comprendre quels vont être les vecteurs d'impact de la crise actuelle. On se dit comment est-ce que ça peut impacter la qualité souhaitée des bâtiments, comment est-ce que ça peut impacter la répartition des lieux de vie à l'échelle du territoire national, comment est-ce que ça peut impacter les ressources économiques des ménages, etc. Donc finalement, cette liste de facteurs, elle permet d'analyser la situation, puisque ce sont les facteurs qui vont avoir un impact sur l'avenir de l'immobilier. Donc, savoir comment est-ce que la crise impacte ces facteurs et comment est-ce que ces facteurs, du coup, vont avoir un impact sur le bâtiment et l'immobilier. Par contre, tu me corriges, Jean-Christophe, mais il me semble qu'il est un peu trop tôt à l'heure actuelle pour tirer des conclusions sur ce qu'on est en train de vivre et surtout sur si ça va avoir des modifications de long terme sur les acteurs. Et c'est bien pour ça qu'il est absolument clé que cette approche prospective, elle ouvre des possibilités d'analyse et de se dire qu'il peut y avoir des bifurcations. La seule chose qui est sûre, c'est que l'avenir à 2050, il n'est pas écrit. La seule chose qui est écrite, c'est ce qui est en train de se faire là, aujourd'hui. Déjà, sur le passé, on peut réinterpréter, mais le reste, la prospective, ça aide à avoir des grilles d'analyse qui évitent de penser que ce qui nous paraît souhaitable, et moi, en tant que personne, de l'endroit où je travaille, de l'endroit où j'habite, de mon expérience, je peux avoir des choses que je souhaite et qui me plaisent plus que d'autres. Mais le fait de me dire qu'il y a d'autres possibles, c'est une manière qui élargit la manière de penser et qui est importante. Donc, ne cherchez pas dans une étude prospective le fait de dire le truc qui me plaît bien, il n'y a que celui-là qui va se passer. Ça va ouvrir les possibles et ensuite à chacun de pouvoir se dire je vais aller dans ce sens-là, je vais aller dans l'autre. C'est un point clé. J'ai envie plutôt de ça ou de ça. Mais si collectivement dans la filière, on est conscient que telle chose interagit avec telle autre et qu'un seul facteur de la filière est probablement pas capable de faire tout bouger, là, on a déjà des choses riches. Typiquement, si vous prenez les analyses sur le télétravail, on peut avoir une lecture de la crise qui dit le télétravail va devenir massif, mais il y a déjà des gens qui font des analyses qui vont un peu plus loin sur des différentes manières d'évoluer dans le télétravail. Et il n'y en a pas qu'une.
Alors, avant de passer à la suite de la présentation, on nous fait remarquer qu'on ne veut pas copier les liens mis dans le chat. Donc, effectivement, c'est un souci. Pendant le reste de la présentation, je vais essayer de trouver une façon de réduire le lien, comme ça vous pourrez le copier. Voilà, c'est un petit peu artisanal, toutes nos excuses. On a fait une tentative hier, un essai Jean-Christophe, ça marchait bien, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas marcher. Voilà. Et pour répondre à Marc sur les enjeux de crise environnementale, là aussi, ça fait partie des éléments qu'on va aborder en seconde partie du webinaire. Du coup, on vous propose, si jamais on n'a pas répondu à ces enjeux-là, de reposer vos questions par la suite. On s'excuse si on a raté une question. Si on a raté quelque chose et que c'est vraiment clé, vous allez le reposer parce que vous voyez qu'on est à deux en train de lire les choses à distance. C'est pas toujours simple. Donc, il est très possible qu'on rate quelque chose. C'est pas volonté de pas répondre. C'est que vous êtes extrêmement actif. Vous êtes 130. Donc, on peut rater certains points. On continue. Alors, on continue sur la deuxième partie, le troisième paquet de facteurs, du coup, c'est les facteurs de régulation. C'est ceux qui nous ont semblé jouer un rôle fondamental entre la demande et l'offre de bâtiments. Il y en a trois qui sont sortis, les politiques d'urbanisme, les politiques du logement et les politiques techniques sur le bâtiment. Alors, les politiques du logement, pour commencer, elles se définissent de la façon suivante. C'est l'ensemble des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics, au niveau national comme au niveau local, sur le logement en France. Elles visent à améliorer la situation du logement et elles peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Celles qui vont favoriser la production et surtout la qualité du parc de logement, et puis celles qui vont essayer d'articuler offre et demande de logement, notamment via la production. On a mis aussi sur la diapo un certain nombre d'outils utilisés par ces politiques du logement pour que vous puissiez visualiser un peu ce qu'on met derrière ce facteur clé. Une illustration de ce facteur, c'est le budget qui est chaque année mobilisé sur la politique du logement. Et vous voyez que quand on cumule l'aide à l'accès au logement et les politiques de logement et d'urbanisme, on est sur une proportion vraiment non négligeable du budget du ministère de la Cohésion des Territoires. Donc c'est vraiment une grosse enveloppe budgétaire qui chaque année est affectée à cette politique du logement. Et pourquoi c'est important pour l'avenir? Alors, déjà parce que ça impacte un facteur sur lequel on va revenir par la suite, qui est les ressources économiques des ménages. Le logement a un poids important et de plus en plus important dans le budget des ménages. Et du coup, la façon dont ils peuvent accéder au logement, ça va avoir un impact sur leur capacité de consommation et d'investissement. Cette politique, elle a aussi un impact sur la construction des logements et sur la rénovation du parc, à la fois la rénovation thermique, mais aussi toutes les rénovations, toutes les politiques d'amélioration de l'habitat au sens large, et notamment celles d'adaptation au vieillissement. C'est aussi une politique qui peut structurer la forme, la taille et le statut des logements, ainsi que leur localisation sur le territoire français. Et bien évidemment, elle participe à la question de l'obsolescence des bâtiments. Deuxième régulation clé, les politiques d'urbanisme. Alors, les politiques d'urbanisme, c'est l'ensemble des volontés politiques et du cadre réglementaire qui régissent l'occupation des sols et qui donc du coup contribuent à la fabrication physique de la ville. Des règles au niveau européen, au niveau national, et ça va jusqu'au niveau local dans les plans locaux d'urbanisme. Et ça vient déterminer la destination des sols et leur capacité constructible. Ce qui est intéressant aussi dans ces règles d'urbanisme, c'est qu'elles couvrent un ensemble d'enjeux, que ce soit l'environnement, la gestion des espaces naturels, les transports, la prévention des risques, la promotion du territoire, etc. Et qu'elles doivent, à l'échelle d'un territoire, faire la synthèse entre ces différents enjeux pour en déduire des dispositions très concrètes d'aménagement du territoire et des sols. Alors, une illustration des enjeux liés à ces politiques d'urbanisme. Donc, on a bien conscience que ça n'est qu'une partie des enjeux liés à cette politique, mais il nous a semblé que c'était intéressant, surtout dans le contexte actuel où on en parle énormément, c'est les enjeux liés à l'artificialisation des sols,
on voit que la dynamique d'artificialisation des sols en France est extrêmement importante et pas forcément dans les territoires où les marchés immobiliers sont les plus tendus, donc où il y a le plus de demandes. Donc il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Et pourquoi ces politiques nous ont semblé intéressantes et importantes pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Parce qu'elles ont un impact sur les marchés de la construction au niveau local, les marchés de la rénovation. Elles déterminent là où on peut construire, ce qu'on peut construire et dans quel volume est-ce qu'on peut construire. Donc, c'est des politiques qui cadrent largement le secteur local de la construction. Et enfin, troisième type de régulation qui nous a semblé important d'inclure dans la réflexion, c'est toutes les politiques techniques autour du bâtiment et de l'immobilier. Alors, elles peuvent se définir comme l'ensemble des politiques qui vont permettre à la puissance publique de réguler les dispositions constructives pour répondre à des exigences fondamentales que sont alors, la résistance mécanique, la stabilité, etc. des structures, les questions de sécurité, les questions d'hygiène, mais aussi les questions de confort d'usage, et puis de plus en plus les économies d'énergie, l'isolation thermique et l'ensemble des enjeux environnementaux liés au bâtiment. Dans le périmètre de ce facteur, on inclut à la fois les réglementations sur le neuf, mais aussi ce qui a trait à la rénovation et à l'exploitation des bâtiments. Une illustration de l'importance de ces politiques, c'est l'impact qu'elles ont eu sur les consommations d'énergie des constructions neuves depuis le premier choc pétrolier de 1974. Et vous voyez bien sur cette illustration la manière dont la consommation conventionnelle des bâtiments a diminué de façon assez drastique depuis une quarantaine d'années. Des bâtiments neufs, j'entends. Alors, pourquoi est-ce que c'est un facteur qui nous semble important pour l'avenir du bâtiment et de l'immobilier? Parce qu'en fait, ce sont un ensemble de règles qui vont permettre, dans un premier temps, de réguler les relations entre les acteurs et puis d'imposer la prise en compte d'enjeux de long terme. Ça peut avoir un impact sur la manière de construire les bâtiments, la manière de les rénover aussi. Ça peut soulever des enjeux de complexité entre les règles techniques, de complexité entre les objectifs qu'elles cherchent à atteindre. Ça peut être vecteur de progrès technique, ça peut être frein à l'innovation, selon la façon dont c'est géré. Et puis, elles peuvent entraîner aussi une obsolescence d'une partie du parc. On le voit notamment quand les constructions neuves viennent rendre obsolètes des constructions plus anciennes, par exemple en cœur de ville, où finalement les ménages vont se détourner de logements de cœur de ville qui leur semblent moins intéressants, moins fonctionnels que des logements neufs. Voilà pour les 3 facteurs de régulation qui nous a paru importants de mettre en avant sur cette partie de la régulation. Et je passe la parole à Jean-Christophe pour ce qui est du contexte de l'action sur le bâtiment et l'immobilier. Donc, passons sur le contexte sur lequel vous voyez qu'on a 8 facteurs qu'on va passer en revue. Alors, le premier facteur clé, c'est la répartition des lieux de vie et des activités sur le territoire national. Donc, si vous regardez cette projection faite par le CGET, de quels pourraient être les taux d'évolution moyens annuels de la population de 2010 à 2040, vous constatez qu'il y aurait un tropisme vers la côte atlantique et vers la côte méditerranéenne. Et au niveau de la région parisienne, alors les départements sont représentés non pas en fonction de leur surface, mais en fonction de leur nombre d'habitants, ce qui donne cet aspect inhabituel de la présentation. Et pour la région parisienne, par exemple, une croissance beaucoup plus forte en Seine-et-Marne qu'au centre de Paris, par exemple. Alors, ce facteur, il a bien sûr un impact énorme sur les besoins en bâtiment, mais également sur les marchés de l'immobilier et donc les prix. Plus les situations locales sont différenciées, plus les politiques nationales du logement doivent s'adapter aux variations locales. Vous voyez que chaque fois qu'on a des choses qui font se déplacer les populations sur des territoires, ça fait potentiellement qu'on passe dans des zones où il manque de logements, alors qu'on a éventuellement des zones où il y a des logements vacants.
Donc, c'est un élément extrêmement important. Deuxième facteur, la répartition des activités et des lieux de vie à l'échelle des bassins de vie. Là, on est, je vis par là, sur ce bassin de vie, où est-ce que je me positionne? Cette localisation des activités et des lieux de vie, elle dépend à la fois des souhaits de localisation des organisations, des souhaits de localisation des métages et des facteurs qui permettent à ces choix de s'exprimer ou au contraire les contraignent. Les stocks de bâtiments disponibles, l'aménagement du territoire, les prix de l'immobilier, mais aussi la carte scolaire. La manière dont ça bouge, vous voyez là différents schémas qui existent de formes urbaines. Ces formes urbaines, elles vont avoir un impact extrêmement fort sur la forme de la ville, la surface des bâtiments, leur densité, la localisation des besoins, le prix du foncier, aussi bien évidemment sur tous les sujets de déplacement qui vont être extrêmement liés à ça pour les déplacements du quotidien. D'autre part, le territoire peut aider à faire société en commun ou peut apparaître au contraire comme un outil de ségrégation. C'est très clair quand on regarde les différents départements autour de Paris. On voit bien que les zones de richesse et de pauvreté ne sont pas du tout les mêmes. Facteur suivant, la ressource économique des ménages. C'est l'ensemble des ressources économiques des ménages, les salaires perçus, les revenus de la propriété, les recettes provenant de leur production marchande et de prestations sociales, mais aussi les loyers fictifs, c'est-à-dire l'économie que fait un propriétaire qui ne paye plus de loyer, comparé à l'ensemble de leurs dépenses. C'est important de prendre bien l'ensemble des choses, y compris ces loyers fictifs, parce qu'on sait que les différences au sein de la population de ressources économiques sont liées à la fois aux ressources, mais beaucoup au patrimoine. Si vous regardez l'évolution des dépenses préengagées des ménages, vous constatez que depuis 1975, les dépenses liées au logement sont ceux qui ont le plus cru. C'est-à-dire, pour une part volontairement, pour avoir plus de confort, pour une part involontairement, on a eu, du fait du prix des logements, une augmentation de la part des dépenses qui est liée au logement. Alors, les ressources économiques des ménages, pourquoi c'est important? Alors, les ressources et leur répartition, elles ont un impact à la fois sur la capacité d'accéder à un logement décent, la capacité d'investir dans le logement, de gestion quotidienne du logement, de choix des parcours résidentiels, la consommation de biens et de services et par conséquent les bâtiments liés à cette production de biens et de services. Et puis, elles ont un impact aussi sur la cohésion sociale avec le choix de localisation des ménages et donc les besoins de logement. À l'extrême, on peut avoir ce qui se passe dans des sociétés très inégalitaires avec les gated communities où vous avez d'un côté des bâtiments de luxe et de l'autre côté un bidonville. Facteur P18, le vieillissement de la population. C'est l'augmentation de la part des personnes âgées dans la population française. En fait, si on regarde les pyramides des âges de 1990, de 2020 et de 2050, projection de l'INSEE, vous constatez qu'entre 1990 et 2020, la pyramide, qui a tout sur la forme d'une pyramide, a pris de l'épaule. On a une espèce d'immeuble avec un toit en pente en haut. Et la prévision à 2050, c'est qu'on rajouterait beaucoup de gens dans la population au-dessus de 75 ans. La projection moyenne de l'INSEE, c'est que la totalité de la croissance française se ferait sur la population d'au-dessus de 75 ans. Et ça, c'est un effet de déplacement des générations du baby-boom qui vieillissent. Donc là, un élément très important sur l'évolution des besoins. Alors, ceci a un impact à la fois sur le type et l'aménagement des bâtiments résidentiels, sur le besoin de services, mais aussi la capacité à y accéder, sur le type de bâtiment tertiaire nécessaire, alors que la population active pourrait ne représenter qu'un tiers de la population, la répartition sur le territoire, on ne vit pas forcément au même endroit à tous les âges, le nombre de personnes par logement et la surface par personne. Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 65 ans ont 2 fois plus de surface par personne que des gens qui ont 45 ans. Donc, ça entraîne des
des choses particulières. La rotation du parc entre les générations, la répartition du patrimoine immobilier, et puis aussi la main-d'œuvre pour la construction, donc quelque chose d'extrêmement multi-impact. Passons maintenant à la gouvernance politique. C'est la modalité de construction de la décision collective aux différentes échelles, du local au global. On voit bien que les décisions collectives, elles font c'est une négociation d'une part entre des groupes d'acteurs, des décideurs politiques, la société civile, des groupes d'intérêt organisés, des lobbies. Il y a des questions sur la place des GAFA, par exemple, sur un certain nombre de décisions qui peuvent être prises. Et vous voyez qu'on peut avoir, sur ce schéma qui montre le niveau de confiance dans les institutions politiques, ces niveaux de confiance peuvent varier suivant les époques. Et ça va conduire éventuellement à des modes de choix. Comment peut-on prendre des décisions collectives dans certains moments? On le voit ces temps-ci avec la crise du Covid, c'est un vrai sujet. Alors pourquoi ce facteur est important pour l'avenir du bâtiment et l'immobilier? Ça donne une orientation générale des autorités publiques. Est-ce qu'on ira plutôt dans une recherche de solidarité, un interventionnisme ou un laisser-faire des logiques de marché? Est-ce qu'on aura une capacité des autorités publiques à écouter et à intégrer les enjeux portés par les différents acteurs et à faire appliquer les décisions prises? Ça a un impact potentiellement fort sur la capacité de la régulation à faire se rencontrer l'offre et la demande dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier. Autre facteur clé, le numérique, c'est-à-dire l'ensemble des technologies digitales utilisées sur toute la chaîne de valeur de la filière construction immobilier et leurs impacts. La diffusion de ces technologies sera impactée à la fois par leur potentiel, qui est absolument considérable, mais leur vulnérabilité. On est ces temps-ci face à un virus biologique, mais il n'y a pas que les virus biologiques qui existent, et leur appréhension progressive par les différents types d'acteurs. L'exemple typique de ce qu'a fait le numérique sur le bâtiment et l'immobilier, c'est Airbnb. On voit que Airbnb a permis de créer des chaînes d'hôtels considérables sans couler du tout de béton, et qu'en même temps, ça a posé des problèmes sur le logement dans un certain nombre de grandes villes touristiques, et que ça percute d'ailleurs le sujet de la gouvernance dont on parlait juste avant. Vous voyez que sur Airbnb, la ville de Paris a par exemple une position qui serait de réduire très fortement. L'État français bouge moins vite avec des liens avec d'autres enjeux, et qu'on a en fait un acteur du numérique qui a fait une disruption assez forte. Alors, ce qui est important dans le sujet du numérique, c'est qu'il a des impacts extrêmement multiples sur plein des facteurs clés. On a la conviction qu'on va retrouver ces facteurs clés, le numérique va se retrouver dans tout un tas de facteurs clés qu'on a vus précédemment. Par exemple, les téléactivités ont un impact sur la localisation respective des logements et des activités. Le commerce en ligne, qui modifie les besoins de surface commerciale et de plateformes logistiques. Les plateformes d'échange qui permettent de louer des locaux ou d'optimiser l'utilisation des espaces. Le BIM qui change le processus de construction. Les objets connectés qui font évoluer les bâtiments et peuvent contribuer à l'obsolescence de certains. Les plateformes qui pourraient faire évoluer la gestion de la main-d'œuvre vers des simples poseurs. L'intelligence artificielle qui pourrait toucher à la fois les besoins d'emploi tertiaire, mais aussi la manière de concevoir les bâtiments. Donc, quelque chose d'extrêmement un impact sur plein de facteurs. Facteur clé 21, les politiques de transition environnementale, c'est-à-dire les politiques mises en place pour répondre aux grandes questions environnementales, le climat, la biodiversité, les déchets, l'eau et le sol. On voit quand on prend les orientations de la stratégie nationale bas carbone, qu'elle annonce des choses à 2050 pour les bâtiments qui ne sont pas du tout anodines, que ce soit en nombre de constructions en baisse forte ou en nombre de rénovations, par exemple.
Alors, le niveau d'ambition des politiques environnementales, la place du bâtiment et de l'immobilier dans celle-ci et leur niveau d'application effective sur le terrain auront un impact important sur les bâtiments immobiliers. On en a cité quelques-uns en matière climatique, en matière de biodiversité, en matière de déchets. Ce matin, on avait une réunion comme celle-là, mais plus interactive avec les partenaires de la démarche. Et certains nous ont signalé que le sujet des politiques financières, que les politiques environnementales, matière de RSE, de reporting, etc., pourraient avoir un impact sur les aspects financiers de manière forte, qui percutent aussi les sujets du bâtiment. On va finir par le risque systémique. C'est l'ensemble des risques ayant un impact sur notre organisation collective. Ça peut être les risques environnementaux liés notamment au dépassement de limites planétaires, les risques économiques, on a vécu en 2008, les risques géopolitiques, comme on en a vécu en 1939, des risques sociétaux, de sociétés qui se déchirent, des risques sanitaires, là vous avez une vision assez claire, et des risques technologiques. Un des partenaires de la démarche s'est vu a vu bloquer son fonctionnement pendant un nombre de jours non négligeable du fait d'un virus informatique. Alors, quand on regarde ces risques, le World Economic Forum a fait une classification de ces risques. On voit qu'ils sont multiples et qui peuvent entraîner des changements assez brutaux et qui amènent à des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, le bâtiment et l'immobilier sont des éléments d'un système complexe qui peut être impacté par des risques systémiques. Et l'impact est d'autant plus important que les bâtiments ont été conçus dès l'origine comme un abri contre le risque. On voit bien aujourd'hui que si vous regardez ce qui se passe, le logement a pris une place considérable, l'espace public a été effacé, les transports ont été quasi effacés, et le tertiaire, il y a quelques parties de tertiaire qui sont utilisées, mais d'autres beaucoup moins. Donc là, ça fait des choses extrêmement fortes. On pense que le développement des travaux sur la résilience montre une volonté d'intégrer ces risques systémiques pour construire, rénover et gérer les bâtiments de la ville. Je pense que ça répond à certaines questions qui ont été posées, notamment côté Novabuld, sur ces sujets de résilience et sur lesquels je sais que Novabuld intervient fortement. Ça fait bien évidemment partie des sujets à prendre en compte. Stéphane, je te laisse la parole pour gérer les… Alors, du coup, on va passer à la série des questions et on va commencer par répondre aux questions qui ont été posées pendant la présentation. Alors, il y a une question très technique sur qu'est-ce qu'un loyer fictif. Donc, le loyer fictif, c'est la façon dont à l'INSEE de prendre en compte le remboursement de prêts quand on est propriétaire, quand on ne paye pas de loyer, mais qu'on paye quand même quelque chose, ou voilà, enfin, les dépenses liées à la propriété, ce qui permet de pouvoir comparer les ménages entre eux. On a une question très intéressante sur comment est-ce qu'on va intégrer dans cette démarche les avis des usagers des bâtiments. Alors, ça fait partie des questions qui nous préoccupent avec Jean-Christophe. Les choses ne sont pas du tout cadrées pour le moment, mais effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait ne pas réduire la question au seul professionnel. Donc, ça veut dire trouver des moyens de médiation parce que tout ceci voilà, peut être un peu complexe et donc pour apporter toute cette information, donc potentiellement sous la forme de jeux, etc. Là, vraiment, la créativité de tous est la bienvenue. Donc, si vous avez des idées qui vous viennent, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Ça permettra d'améliorer les choses. On a eu une question sur l'impact du vieillissement de la population sur la consommation. Alors effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant dans les sociétés qui vieillissent du type Japon.
Également, dans les sociétés comme la nôtre, les prospectives de consommation montrent bien en fait qu'il y a un tassement de la consommation sur un certain nombre de choses qui est lié au vieillissement parce qu'on arrive en fin de cycle de vie, on est déjà équipé d'un certain nombre de choses. Les ménages qui s'installent sont les ménages qui dépensent en équipement. Les ménages qui sont déjà installés n'ont pas besoin ils ont juste un besoin de renouvellement. La même chose sur l'habillement, etc. Donc, il y a effectivement tout un tas d'impacts qui sont des impacts macro du vieillissement de la population, au-delà de l'impact sur le bâtiment lui-même. On a eu une remarque sur le fait que la notion de gouvernance, vous la voyez aussi en interne à la question du bâtiment et de l'immobilier, avec l'enjeu d'intégrer les usagers dans la prise de décision. Effectivement, cette dimension, on la voit bien dans la question de la qualité souhaitée des bâtiments et de toutes les négociations implicites ou explicites entre les différents acteurs qui interviennent autour du bâtiment pour la qualité d'usage du bâtiment. Entre le concepteur, l'usager, l'exploitant, etc., il se passe toujours un certain nombre de négociations, plus ou moins explicites. Et donc, c'est sans doute dans cette partie-là que pourrait être traitée la question de la prise en compte des usagers. Une question sur est-ce qu'on a un représentant du MEDEF dans le groupe de travail? Alors, le comité prospective, on a fait exprès de ne pas constituer un groupe représentatif de la filière. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait un groupe qui soit suffisamment divers pour pouvoir varier les points de vue et pour pouvoir ouvrir. Donc, on n'a pas du tout fait un travail de représentativité de la filière et c'est la raison aussi pour laquelle participent sans doute au webinaire d'aujourd'hui des membres du CSC2E ou du bureau du plan bâtiment durable, qui sont des instances qui ont plus une vocation à parler à l'ensemble de la filière. Et c'est cette phase-là qu'on ouvre aujourd'hui de consultation qui va nous permettre d'avoir accès à l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, il y a une différence entre le comité prospectif, qui sont les 15 acteurs qui travaillent, mais qui donnent à minima un jour par mois, pardon, de leur temps sur la démarche, et puis les acteurs représentatifs de la filière qui vont pouvoir participer, notamment dans le questionnaire. Il y a eu tout un tas de questions aussi autour du numérique, et après, j'ai plus le temps de les lire, donc je te laisserai prendre le relais, Jean-Christophe. Sur le numérique, effectivement, il nous a semblé que c'était important. Alors, c'est vraiment un facteur qui est venu de réunion du groupe de travail en réunion du groupe de travail, où à chaque fois on essayait de le redistiller dans les autres facteurs et ça revenait tout le temps. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un enjeu à en faire un facteur, parce qu'effectivement, les grandes orientations de développement du numérique, vers où on va, est-ce qu'on va vers plus de numérique, est-ce qu'on va vers moins de numérique, etc. C'est vraiment des grandes orientations qu'il faut pouvoir illustrer et documenter dans un facteur. Et ensuite, l'impact que ça aura sur l'ensemble des autres facteurs, on pourra les déduire dans les scénarios. Quelques questions complémentaires sur le sujet de la qualité et du fait que dans un certain nombre de cas, la qualité soit pas au rendez-vous. Est-ce que ça fait partie de manière volontaire ou involontaire et qu'il y a une insatisfaction là-dessus? Est-ce que ça fait partie des choses? Pour moi, c'est un des sujets essentiels, qualité et productivité, du sujet de la filière construction-rénovation. On voit qu'un certain nombre d'acteurs hors du secteur envisagent de se positionner là-dessus en partant de l'idée que le bâtiment est un peu dans la situation où était l'automobile il y a 25 ans en matière de qualité et qu'il pourrait y avoir des nouveaux entrants ou des acteurs qui disruptent ça en prenant le sujet de la qualité. Donc, on pourrait parfaitement avoir, mais ça reste à faire, hein, mais dans les scénarios sur l'évolution de la filière construction-rénovation, je pense qu'un des éléments essentiels pour décrire des hypothèses contrastées, c'est comment sera géré ce sujet de non-qualité qui est aujourd'hui un problème. Autre question que je vois, le compte-rendu du groupe citoyen pourrait être une source d'information des usagers. Oui, en effet, vous parlez du groupe des citoyens sur le climat, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. On a
disons, dans le groupe prospective, il y a des gens qui sont très, très, très proches de gens qui sont impliqués dans l'animation de ce groupe. Donc, il peut y avoir peut-être des idées à avoir, à piocher. On posera la question, voir si ça a du sens. Marc-Olivier n'est pas là, je pense. Ensuite, il y a un sujet sur le numérique, en disant, on voit bien aujourd'hui que le numérique est absolument essentiel. Je voudrais vous citer une étude qui a été faite, je crois que c'est par le World Economic Forum, où ils avaient fait 3 scénarios sur le bâtiment. Il y en a un qui était le numérique a disrupté le truc. Et ça, c'est vraiment organisé autour du numérique. Il y en a un deuxième qui était, c'est le changement climatique et les aspects environnementaux qui ont complètement fait bouger la filière. Et il y en a un troisième qui disait, le numérique a vécu un accident absolument énorme, un peu ce qu'on voit avec le virus aujourd'hui, hein, ce qui fait que tous ces systèmes ouverts, etc., se sont réorganisés autrement, et ils finissaient l'histoire en disant, ça s'est traduit par le fait que les industriels des produits de construction ont pris le manche et ont fait de la construction industrielle et ont fait de la construction industrialisée. Alors, c'est caricatural, forcément. Mais je pense que dans chaque cas, y compris en particulier quand on regarde les sujets de résilience, si on pense qu'on a un des trucs qui va nous sauver de tous les autres, la question qui se pose, c'est et si c'est ce truc-là qui faiblit? Donc, il y a bien un sujet là de se dire comment on fonctionne et comment on apprend. Et je pense qu'un des apprentissages qu'on peut avoir de la crise d'aujourd'hui, c'est comment la société dans sa globalité trouve des solutions au moment où il y a un réseau qui est potentiellement mis à mal. Et on voit que dans la crise du Covid, on a choisi de confiner les gens chez eux pour pas qu'il y ait trop de morts et pour éviter que l'hôpital soit complètement mis à mal. Donc ça peut nous aider à réfléchir sur d'autres choses. Il y a des travaux très très intéressants sur la résilience menés par l'Université de la Ville de Demain, que donc le lien Palladio, Fabrique de la Cité, qui peuvent être inspirants là-dessus. Alors effectivement, on a une série de questions sur la notion de résilience et je lis en filigrane sur la question de la résilience territoriale de zones de type ZAC commercial, etc., la question de leur vulnérabilité et de leur évolution à long terme. C'est effectivement des choses qu'on pourra voir dans les scénarios. Selon les scénarios qu'on fait de consommation, de répartition des lieux de vie, etc., il y aura plus ou moins de place pour des ZAC, plus ou moins de place pour un certain nombre de quartiers et autres. Et donc, du coup, se posera la question dans chacun des scénarios, que deviennent ces territoires. Et là, il faudra réfléchir. Il peut y avoir des scénarios où ces territoires sont réinvestis, il peut y avoir des scénarios où ces territoires sont abandonnés, etc. C'est toute la diversité en fait qui va caractériser la phase de scénario dont on vous parlera tout à l'heure. Je vois aussi qu'il y a une question sur comment est-ce qu'on va connecter concrètement tous ces facteurs-là et les scénarios. Là-dessus, on y revient sur la dernière diapo du webinaire. Donc, restez jusqu'au bout, on répond à votre question. Il y a une notion aussi, une question pardon, sur est-ce qu'on a des représentants des TPE et des artisans. Donc là aussi, de la même façon, par rapport à la réponse qu'on a faite sur la participation de représentants du MEDEF, on n'est vraiment pas sur une démarche qui vise la représentativité, mais plus la diversité. Donc, s'il y a parmi nous aujourd'hui des représentants de la CAPEB ou autres, n'hésitez surtout pas à répondre au questionnaire et à apporter votre point de vue. En revanche, dans le groupe de travail, il y a quelqu'un qui est un spécialiste des conditions de travail et qui a notamment fait déjà des études prospectives sur les aspects de plateformisation, sur les sujets de type les conditions de travail sur les chantiers, les exosquelettes et tous les systèmes d'aide, et sur l'impact de l'économie circulaire. C'est Marc Malenfer qui, je pense, est là aujourd'hui et nous écoute, et qui travaille à l'INRS où ils font de la prospective beaucoup sur les conditions de travail.
Alors, on a une remarque sur la notion de résilience et son lien avec la question de l'optimisation. Effectivement, je pense pas que je suis pas sûre que tous les participants puissent l'avoir, mais effectivement, sur cette question de qu'est-ce que la résilience et comment est-ce que on crée de la redondance dans le système pour en assurer la résilience. Ça va faire partie aussi des questions qui vont se poser dans les scénarios entre l'impact environnemental et la nécessité de redondance. Ça fait partie des vrais enjeux du futur. Il y a une question sur quel est le résultat espéré à travers la prise en compte de tous ces facteurs, une pure démarche prospective, le fait de se projeter dans les futurs ou différents chemins de développement. Ce qu'on espère, si vous voulez, en lançant cette démarche prospective large, c'est de se dire que chacun d'entre nous, à notre place, on est très très bon pour regarder ce que seraient les futurs potentiels, les différentes hypothèses d'évolution possibles dans le morceau qu'on connaît bien, mais qu'on a parfois du mal à imaginer comment ce qui pourrait se passer dans le morceau qu'on connaît bien peut interagir avec d'autres morceaux. Et la conviction qu'on a, c'est qu'en fait, les évolutions, elles viennent d'interactions entre des facteurs. Et que donc, il faut à la fois qu'on travaille bien sur chacun des facteurs, et puis qu'on mette un endroit où collectivement, on peut réfléchir à la manière dont les choses interagissent. Donc, le travail là, il y a d'abord une visée pédagogique. Est-ce qu'on peut réussir en mettant suffisamment de gens autour de la table et en essayant de faire des documents un peu partagés, à se donner une vision plus large de ce qui pourrait évoluer sur telle ou telle chose? Si chacun d'entre nous, dans le secteur où il est, peut élargir son champ de vision, sortir un peu des silos, déjà, on est beaucoup plus intelligent collectivement pour essayer de penser à ce que sont les avenirs possibles. Et puis, une fois qu'on a vu ces éléments-là et qu'on a pu échanger sur différentes évolutions possibles, à ce moment-là, on peut se dire, moi, dans l'endroit où je suis, peut-être qu'il y a des schémas qui m'intéressent plus que d'autres. J'ai peut-être envie qu'on aille plus dans ce sens-là que dans l'autre. Et à ce moment-là, je regarde comment j'interagis avec les autres. Mais on peut regarder ce qui est arrivé aux gens de l'aérien. Les gens de l'aérien qui financent une étude qui dit dans les trucs prospectifs, il y a un cas, c'est back to earth, tout le monde au sol. Peut-être qu'à ce moment-là, ça ne les intéressait pas trop d'aller regarder ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, pas mal d'entre eux doivent être en train d'aller regarder ce qu'il y avait dans cette étude prospective en se disant, mais qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que ça peut amener comme changement? Donc voilà un des éléments de ce à quoi ça sert. Donc il y a à la fois, on dit beaucoup que dans la prospective, ce qui compte, c'est au moins autant le processus que le résultat. C'est-à-dire la manière dont ça nous ouvre à la manière de penser. Beaucoup me connaissent comme un spécialiste de l'énergie et de l'environnement. Je vous avoue que depuis 1 an et demi où je travaille sur la prospective, j'ai découvert des choses auxquelles je n'avais jamais pensé dans mon métier précédent. Et je trouve ça assez passionnant. Effectivement, peut-être pour compléter, le fait de regarder l'ensemble des facteurs et pas seulement ceux qui sont les plus naturels pour nous, ça amène la complexité. Alors, c'est dur à gérer, mais en même temps, ça amène le réalisme dans la réflexion. Concrètement, sur des sujets sur lesquels l'ADEME travaille par ailleurs, sur la rénovation des bâtiments, par exemple, prendre en compte l'évolution des ressources économiques des ménages et ce qui va les impacter, prendre en compte le rapport à la propriété, son évolution, etc. C'est des choses qu'on n'a peut-être pas forcément, quand on est plus spécialiste technique, porté à étudier. Or, en fait, c'est des choses qui vont avoir un impact extrêmement important sur la prise de décision des ménages, notamment. Donc, c'est cette façon d'essayer de regarder l'ensemble des facteurs pour voir ce qui, sur un sujet donné, peut jouer. On a deux autres questions qui nous ont été posées. Une sur la mobilité, effectivement, elle avait été posée aussi en première partie, on n'y a qu'en partie répondu. Donc cette question de la mobilité, on la traite dans la démarche, dans la mesure où elle impacte le bâtiment. Donc elle se retrouve en partie
aussi dans la répartition des lieux de vie à l'échelle nationale, dans la répartition des lieux de vie à l'échelle des bassins de vie. Finalement, les choix qui vont être faits sur la mobilité vont avoir un impact sur la répartition des activités. Et puis, elle se retrouve aussi sur cette question de l'interaction des bâtiments avec leur environnement, où se pose la question de quelle partie de la fonction mobilité est prise par le bâtiment, avec quelle place pour les parkings, quelle place pour des nouveaux services liés à la mobilité qui sont inclus dans les projets de construction neuve, etc. Donc, on traite comme ça. Par contre, on ne fait pas une prospective de la mobilité parce que ça ouvrirait beaucoup trop, en fait, le champ de travail. Et on se concentre quand même sur l'avenir vu par le prisme du bâtiment. Alors, il y a une question de Véronique sur est-ce que la structuration des acteurs dans l'acte de construire en France est interrogée dans le cadre de vos facteurs, notamment la relation architecte-entreprise, la procédure de concours, la loi MOP, etc. Bon, très clairement, dans cette organisation des filières construction-rénovation, dans les travaux de prospective qui ont été faits sur ce sujet-là, alors au plan international, il y a des choses américaines, enfin, on le voit apparaître à plein d'endroits. Il y a un élément majeur qui est mis en évidence, c'est la capacité à passer d'un mode concurrentiel à un mode collaboratif. Et on voit qu'il y a un ensemble d'éléments, en particulier réglementaires, qui peuvent structurer ces choses-là, mais ça peut être, dans les hypothèses faites, est-ce que finalement, dans la gestion de la qualité, un des enjeux majeurs n'est-il pas ce passage à un mode beaucoup plus collaboratif? C'est notamment bien décrit dans les études de McKinsey sur le sujet, sur les sujets de réinventer la construction. Peut-être une dernière question, puis après on va passer à la conclusion et aux prochaines étapes et à la façon dont vous allez pouvoir contribuer à l'écrit. Sur la question de est-ce que la question de l'énergie n'est pas la plus névralgique à terme? Alors, forcément, parlant du point de vue de l'ADEME, j'aurais envie de dire oui. Néanmoins, quand on regarde l'ensemble des risques systémiques auxquels on est confronté, on peut s'apercevoir, et notamment, on a fait un petit travail avec Jean-Christophe pour voir un peu, pour comparer le degré de maturité des questions liées au changement climatique et des questions liées à la biodiversité. On s'aperçoit que la différence comparée du poids de ces deux sujets sur l'agenda politique n'était pas liée à leur importance, mais bien à la maturité des acteurs sur ces sujets. Donc, il est vraiment important de prendre en compte l'ensemble des risques systémiques, ceux qu'on connaît, ceux qu'on sait documenter, ceux qu'on sait qui vont arriver, et puis ceux qu'on documente moins bien à l'heure actuelle, mais qui sont hyper importants à prendre en compte quand même. Alors, il y a une question sur classique en prospective. Comment concilier les intérêts divergents? Si la prospective met en évidence la complexité et la diversité des facteurs, cela induit aussi que les acteurs de la réflexion sur la prospective seront multiples et donc liés par des intérêts parfois manichéens. Alors, tout à fait. En prospective, on dit qu'il faut vraiment séparer deux choses. Il y a la prospective et après, il y a la stratégie. La prospective, ça peut se faire ensemble. Parce qu'ensemble, on regarde des possibles, sans en exclure aucun. Et on essaie de faire des assemblages de possibles assez contrastés. Et là, même des gens qui vendent des avions peuvent vous dire « back to earth, ça peut exister ». Et puis après, il y a la stratégie. La stratégie, c'est moi, de ma place, qu'est-ce que j'ai envie qu'il advienne? Et pour porter votre stratégie, ça peut être intelligent de connaître ces aspects prospectifs et de voir comment ça peut évoluer, parce que ça vous donne une grille d'analyse, une grille de lecture plus riche. Mais la stratégie, là, ça ne se fait pas collectivement. Il peut y avoir des acteurs qui décident d'avoir des stratégies ensemble, mais autant un exercice de prospective collective, ça a du sens, autant un exercice de stratégie globale collective, ça
ça peut avoir du sens, mais à ce moment-là, c'est le rôle des politiques ou c'est pas du tout c'est pas notre rôle. L'ambition qu'on a, c'est purement de faire de la prospective. C'est pas de faire de la stratégie, mais c'est de donner des bases qui permettront à chacun de mieux comprendre comment les choses interagissent. Je vous propose qu'on consacre les 10 prochaines minutes à la conclusion et on va vous expliquer un peu les prochaines étapes de la démarche. S'il y a des frustrations sur les questions, vous aurez la possibilité de répondre à un questionnaire par la suite, justement, à vous expliquer comment y répondre. Donc, toutes nos excuses si on n'a pas vu passer toutes les questions. C'est la première fois qu'on se prête à cet exercice avec Jean-Christophe. Du coup, alors Jean-Christophe, c'est toi qui as la main. Est-ce que tu peux me Oui, ça vient. Ouais. Allez. Super. Donc, les prochaines étapes. Pour rappel, donc, on est à la fin là, de l'étape 1 de la démarche. On est sur la petite flèche rouge consultation des acteurs de la filière. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir pendant un mois une étape de consultation sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Sachez que vous avez accès donc, à un document qui présente l'ensemble de ces éléments-là. Ensuite, une fois que cette liste aura été stabilisée, voilà, l'idée, c'est d'analyser chacun des facteurs clés et après de faire des scénarios. Alors, on va revenir sur chacune de ces étapes. Donc, l'étape de consultation. Donc, elle est ouverte en ligne. Vous avez le lien sur la diapo, mais vous avez aussi le lien sur le lien simplifié que je vous ai envoyé tout à l'heure. Ou sinon, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous allez sur LinkedIn, sur le LinkedIn du CSTB, ils viennent de publier un post avec toutes les informations. Voilà. Et au pire, sinon, vous nous envoyez un mail, hein, bien évidemment. L'idée, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que les facteurs qu'on vous présente, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que la définition vous paraît claire? Est-ce que vous voyez des facteurs qui ont plus d'influence ou pas sur le changement pour la filière? Et surtout, est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait oubliées? Après, on fera un travail pour savoir si ce qu'on a oublié, juste qu'on ne l'a pas écrit dans la description, mais c'est bien pris en compte dans un facteur, il faudra juste le documenter, ou si c'est vraiment un gros trou dans la raquette, et dans ce cas-là, il faut faire évoluer la liste. Donc voilà pour cette étape de consultation jusqu'au 24 mai. La deuxième étape va être une étape d'analyse de l'ensemble des facteurs clés. Alors, par analyse, on entend quoi? On entend trois choses. Premièrement, une analyse rétrospective, parce que comprendre la façon dont ça a évolué par le passé, ça nous permet de comprendre les dynamiques, les temporalités associées à l'évolution de tout ça, et donc de comprendre comment ça peut évoluer dans le futur. Par exemple, l'exemple que je prends toujours, donc désolée pour ceux qui ont déjà entendu sur le sujet, l'aménagement du territoire, c'est hyper intéressant de remonter à 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, les enjeux n'étaient pas les mêmes et les dynamiques n'étaient pas les mêmes. Et puis, sur ces 30 dernières années, on a eu un mouvement de métropolisation. Du coup, le fait de revenir en arrière, ça permet de remettre en perspective les évolutions qu'on a vues et puis aussi de comprendre les temporalités associées aux évolutions d'un facteur comme l'aménagement du territoire. Deuxième chose, analyser les tendances actuelles, voir ce qui bouge, comprendre les signaux faibles et comprendre de quoi ils sont des signaux. Et puis, troisième étape, faire formuler des hypothèses contrastées d'évolution à 2050. Donc là, ça va être tout l'enjeu avec le comité prospectif, ça va être de définir des hypothèses qui soient suffisamment contrastées pour qu'on puisse par la suite faire des scénarios qui soient suffisamment contrastés et qui illustrent bien le champ des possibles auxquels la filière va être confrontée. Et enfin, la troisième étape, donc cette étape 2 là, elle va nous prendre jusqu'à la fin de l'année. Donc vous voyez, on va étudier une vingtaine de facteurs de façon approfondie, donc c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. À la fin de cette étape 2, il y aura, comme aujourd'hui, un webinaire ou enfin, peut-être même un événement physique, soyons fous, et on verra bien, mais en tout cas une étape de consultation de la filière. Et puis, la troisième étape, ça va être celle de la construction des scénarios. Alors, ça répond à une question qui nous a été posée tout à l'heure sur comment est-ce qu'on articule ces facteurs, l'analyse qu'on en fait et la construction de scénarios. Alors, il y a des méthodes en prospective qui nous permettent de faire ça.
L'idée, c'est de pouvoir mettre les facteurs, mettre les hypothèses d'évolution qui nous semblent importantes, plausibles et réalistes et contrastées, et ensuite de choisir un ensemble d'hypothèses sur l'ensemble des facteurs qui constituent un tout cohérent. L'INCAN nous a posé aussi des questions sur le poids des différents facteurs. Il y aura effectivement un travail qui sera conduit pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont les plus influents, quels sont les facteurs qui sont les plus dépendants, pour essayer de comprendre par lequel on commence la réflexion. Et ce travail-là permettra à chacun de constituer des scénarios, soit des scénarios qui lui semblent souhaitables, soit au contraire des scénarios qui sont complètement repoussoirs, soit des scénarios voilà, qui sont entre les deux. L'intérêt d'avoir une diversité de scénarios et l'intérêt aussi qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui produisent une diversité de scénarios, c'est que ça va permettre à chacun d'avoir accès au scénario de l'autre. Du coup, de voir qu'il y a des imaginaires du futur qui ne sont pas les tiens, mais qui sont importants parce que potentiellement, ça fait partie aussi du champ des possibles. Et donc, du coup, d'affermir sa stratégie en tant qu'organisation en se disant, est-ce que l'action que je mène, elle est robuste au regard des différents scénarios dessinés par le champ des possibles. Ce travail-là, il aura lieu de janvier à juin 2021. Donc, ça va être premier semestre 2021. Voilà pour l'ensemble de ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. On a un petit problème, c'est qu'on pensait vous coller des liens que vous pourriez prendre et on voit que ça ne marche pas. Donc, puisque l'objectif, c'est que vous puissiez avoir accès à tous les éléments. Donc, ce que je vais vous proposer, pour tous ceux qui le trouvent, vous allez sur LinkedIn, tous ceux qui ont un compte LinkedIn, vous me cherchez sur LinkedIn, vous trouvez le post que je viens de faire juste avant la séance et vous allez vous suivez, vous allez suivre tout ce qui va bien. C'est ce que je vous recommande. Si en même temps que vous faites ça, si vous avez trouvé la conférence intéressante, vous pouvez dire j'aime et repartager le post, ça permettra, vous participerez à la diffusion de la démarche. Pour ceux qui ne réussiront pas à faire ça, vous avez nos mails à tous les deux. On va préparer un mail type et on enverra. On vous enverra. On vous demande juste une chose, vous envoyez soit à l'un, soit à l'autre, mais surtout pas aux deux, parce que c'est pas la peine qu'on gère deux fois les mails. Vous envoyez soit à l'un, soit à l'autre. Et dans les liens qu'il y aura, il y a un lien qui permet d'être informé sur la suite de la démarche. Donc, si vous ne faites pas partie des gens qui étaient déjà dans notre liste parce que vous l'aviez déjà rempli, remplissez-le. Si c'est la deuxième fois que vous le faites, c'est pas grave, on triera de manière à ce qu'on puisse vous inviter aux étapes suivantes. Et puis surtout, le point clé maintenant pour nous, c'est que vous puissiez prendre un peu de temps pour répondre au questionnaire. Vous imprimez le document qu'on a fait, vous verrez, c'est des pages A4, une page A4 par thème. Vous regardez le questionnaire et répondez au questionnaire parce que c'est là que on a eu toutes vos questions, mais vos réponses au questionnaire, ça va être l'enrichissement important. Bien évidemment, vous le passez à qui vous voulez, plus c'est large, mieux c'est. Écoutez, pas de dernière question? Je vous propose qu'on s'arrête là. Du coup, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur LinkedIn pour partager tout ça et puis pour répondre aux questionnaires. Merci à tous. Merci.